Bien, alors on continue ce travail sur la chrono relative et on va prendre un exemple, on va travailler sur les Alpes. Est-ce qu'on peut réussir à reconstituer l'histoire des Alpes, pardon, est-ce qu'on peut réussir à reconstituer l'histoire des Alpes uniquement à partir de la carte géologique? Alors pour ça, cette carte géologique, on va l'ouvrir, donc on va aller sur Tectoglobe comme d'habitude. Vous avez aussi un exemplaire papier au labo que vous pouvez utiliser. Je vais sur Tectoglobe, voilà, et toujours pareil, dans Tectoglobe, données affichées, carte géologique de la France. Ce qui est absolument essentiel dans cette carte géologique pour la comprendre, c'est la notice qui est à côté. Ça, c'est absolument essentiel. On ne peut pas étudier la carte si on n'a pas la notice à côté. Sur cette notice, vous avez d'abord, tout en haut, l'échelle stratigraphique, avec les datations relatives de roches sédimentaires. Toutes ces couleurs qui sont ici correspondent à des roches sédimentaires du Cénozoïque, du Mésozoïque, du Paléozoïque, et même avant du Protérozoïque, mais il y en a moins. Donc là, on est sur les formations sédimentaires. Par ailleurs, sur la carte géologique, on a ici légendé les formations magmatiques. D'accord? Et ce qui est intéressant pour les formations magmatiques, c'est qu'on a associé aux différentes formations magmatiques un âge. D'accord? Donc, quand vous avez, par exemple, une roche magmatique qui est marquée 13, bon, là, on est même sur une roche métamorphique. Eh bien, si on a ce 13, ça correspond à un âge identifié par radiochronologie, datation absolue, ça, on verra un peu plus tard. Vous avez, par ailleurs, sur cette carte géologique, différentes informations en dessous sur le sédimentaire, sur le métamorphisme, sur le magmatisme, différentes informations sur les éléments tectoniques, faille normale, faille inverse, enfin, il y a énormément de choses. Bien, et cette carte géologique va nous permettre de comprendre l'histoire des Alpes. Les Alpes, je vous rappelle, sont une chaîne de collision. Comment se ferme une chaîne de collision si on prend la succession des événements? Pangée. Pangée, on est, lorsque tous les continents sont réunis en une seule plaque, sur un seul continent à l'échelle du globe. Ce continent à l'échelle du globe va subir une fracturation. D'accord? Comme on le voit ici. Ce continent va subir, il y a 245 000 années, une fracturation par extension. Lorsque j'ai cette extension du continent, il se forme ici une marge passive, cours de première, avec des blocs basculés. Des failles qui traversent aussi bien le socle granitique que les sédiments qui recouvraient le socle granitique. Bien. Lorsque j'ai cette extension, l'asténosphère qui est en dessous va remonter. La lithosphère qui est en dessous va remonter à température constante. Cette remontée à température constante de la lithosphère va se faire avec donc une baisse de pression. Je vais avoir une décompression à baisse de température, avec température qui se maintient. Je vais franchir le solidus. Franchissant le solidus, je vais avoir fusion partielle du manteau lithosphérique. Cette fusion partielle du manteau lithosphérique va générer un magma qui va remonter à la surface et qui va être à l'origine de la croûte océanique. Et au fur et à mesure de l'extension comme ceci, l'océan alpin se met en place avec au fond ici une croûte océanique, basalte en surface, gabbro en profondeur. Océan alpin bordé par une marge passive à gauche et à droite, États-Unis, enfin Amérique, Europe. Reprenez votre cours de première, tout ça a été vu en première. Des schémas comme ceci, il faut savoir les faire. Lorsqu'on passe d'un contexte d'extension à un contexte de compression, la densité de cette lithosphère océanique étant supérieure à la densité de l'asténosphère en dessous, ça va casser. Soit ça casse ici, soit ça casse ici. Peu importe, en l'occurrence, pour nous, ça a cassé ici. Donc dans ce cas-là, la lithosphère océanique va rentrer en subduction. Les deux continents vont se rapprocher l'un de l'autre. Une lithosphère continentale ne rentre pas en subduction pour la simple et bonne raison qu'une lithosphère continentale a une densité inférieure à l'asténosphère. Donc quand deux lithosphères continentales se rencontrent, elles se percutent, il y a des chevauchements qui se mettent en place, il y a même des remontées, ces chevauchements vont emprisonner des bouts d'océan. C'est pour ça que dans les Alpes, on peut aussi aujourd'hui retrouver des traces de l'océan alpin qui existait avant que les blocs rentrent en subduction. Donc ça, c'est l'histoire résumée de l'orogenèse. Encore une fois, cours de première. Notre travail à nous aujourd'hui, ça va être, donc ça c'est une coupe des Alpes, ça va être de retrouver dans les Alpes les traces de cette collision continentale. Alors si on regarde la carte géologique des Alpes, comme on peut la voir ici, bien, il faut qu'on trouve là-dedans des traces de collision. Donc ces traces de collision, de quelle forme vont-ils être? Eh bien regardez, on a ici ce figuré qui est là, avec ces petits triangles. Quand je regarde ces figurés qui sont là dans la légende, c'est marqué faille inverse, chevauchement. Faille inverse, chevauchement, ça veut dire que si je prends
ici ma carte géologique des Alpes, ce bloc-là chevauche ce bloc-là, qui chevauche ce bloc-là, qui chevauche ce bloc-là, qui chevauche ce bloc-là. J'ai dans les Alpes une série d'empilements d'unités crustales. Toutes ces unités crustales s'empilent les unes au-dessus des autres, et s'empilant les unes au-dessus des autres, je vais avoir la formation d'un relief. Comment est-ce qu'on peut voir ce relief, cet empilement? Eh bien, on peut aller par exemple au niveau du col du Lautaret. Col du Lautaret, on est ici. Sur la carte géologique de France, le col du Lautaret, on est ici. Voilà, col du Galibier, col du Lautaret, qui sont des superbes endroits dans les Alpes, parmi les plus hauts cols en Europe. Et lorsqu'on regarde ce Galibier et ce Lautaret, on a donc cette chose-là dans le paysage. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ceci à la base, d'accord? Si on regarde l'équivalent au niveau de la carte, on est ici. Pour comprendre de quoi il s'agit, donc ces différents terrains, on les repère à ce niveau-là, avec ici même une petite remontée granitique, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc on est sur ces terrains qui sont là, et sur le terrain, à quoi ça correspond? Eh bien à la chose suivante. Quand je regarde ici le Lautaret, je vais avoir du Trias, qui repose sur du Crétacé, qui repose sur du Jurassique, qui repose sur de l'Oligocène. Et ça pose un problème. Pourquoi? Trias sur Crétacé sur Jurassique. Reprenons l'échelle. Trias sur Crétacé sur Jurassique. Le Trias est au-dessus. Or, le Trias, sur Éocène d'ailleurs. Or, le Trias est une roche ancienne. Ça veut dire que là, le principe de superposition se trouve totalement contredit. Je ne peux pas normalement avoir d'une roche sédimentaire ancienne sur une roche plus récente. Sauf si j'ai un chevauchement ici, et si ce bloc du Trias est venu en fait comme ceci, en superposition sur l'ensemble Crétacé-Jurassique, lui-même, ensemble Crétacé-Jurassique, étant plus ancien que l'Oligocène, vient en superposition sur l'Oligocène. Ça veut dire que, au niveau ici du Lautaret, j'ai en fait deux chevauchements, un qui va être là, et l'autre qui va être ici. Ce bloc qui est là, superpose ce bloc qui est là, superpose ce bloc qui est là. Et ça, c'est caractéristique d'une chaîne de collision. Crétacé-Jurassique Trias, faille chevauchement, les petits triangles, je les ai ici, érosion comme ceci, donc là j'ai bien du Trias ancien qui repose sur cette formation verte qui est là, Crétacé plus récente. Et c'est exactement ce qu'on voit effectivement au niveau du Crétacé, donc au niveau des Alpes. Donc je peux retrouver dans les Alpes les traces de la collision avec chevauchement d'unités crustales aboutissant à la mise en place d'un relief. Ce chevauchement se fait par fermeture et la conséquence de la fermeture d'un océan. Est-ce que je peux retrouver dans les Alpes des traces de cet océan disparu? Eh bien, là encore, il faut retourner à la carte géole. Quand je vais sur la carte géole qui est ici, voilà, je regarde ce que j'ai, et regardez, j'ai des formations qui apparaissent ici en vert. Ces formations en vert, je les ai aussi ici, et quand je regarde ce qui est marqué, c'est marqué OPH. OPH, je vais regarder dans ma légende à quoi ça correspond. Voilà, c'est ici. OPH, gabbro-basalte. Gabbro-basalte, croûte océanique. Ophiolite pour OPH. Une ophiolite, ça vous le savez pas, c'est un morceau de croûte océanique échoué sur le continent. Donc là, j'ai la croûte océanique, avec du gabbro et par-dessus du basalte. J'ai à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes des restes de la croûte océanique qui était, quand l'océan alpin existait, à 2500 mètres de profondeur. Mais cette croûte océanique, avant que la collision se fasse, était rentrée en subduction. Est-ce que je peux trouver trace de cette subduction? Je sais que lorsque la croûte océanique rentre en subduction, les roches constitutives de la croûte océanique vont se métamorphiser. Je vais passer, rappelez-vous, le tracé d'une croûte océanique. Voilà, quand la croûte océanique rentre en subduction, les roches vont se métamorphiser. Ici, la croûte océanique se forme à 1300 degrés au niveau de la dorsale. Puis, va s'éloigner de la dorsale, va se refroidir, et je vais passer dans le faciès schiste vert. Des minéraux du métamorphisme apparaissent à partir de réactions entre plagioclase et pyroxène. C'est la chlorite, c'est l'actinite qui se forment que dans ces conditions de basse pression, basse température. Et puis, la croûte océanique rentre en subduction. La croûte océanique a une très forte inertie thermique, donc met beaucoup de temps
à se réchauffer, donc reste froide très longtemps. Par contre, la pression va augmenter. J'ai donc dans la croûte océanique un métamorphisme haute pression, basse température. Et quand je suis au-delà de 20 km de profondeur, les conditions de pression font que je vais avoir des réactions entre les différents minéraux constitutifs de la croûte océanique et qu'un minéral nouveau va apparaître, le glaucophane. Vous l'avez vu en TP. Ce glaucophane n'existe que dans ces conditions de pression et température et apparaît à partir de roches qui ont la chimie du gabbro. Et lorsque la croûte océanique continue à descendre en profondeur, la pression va continuer à augmenter. Lorsque j'arrive ici à 50 km de profondeur apparaît, eh bien, un nouveau minéral apparaît, le grenat et la jadéite. Ces deux minéraux n'existent que dans des conditions de forte pression. J'ai ici un métamorphisme haute pression, basse température. Du fait de la collision, les morceaux de croûte océanique qui étaient rentrés en subduction peuvent se trouver remontés, entraînés par l'échevauchement. Et ce que je trouve ces morceaux de croûte océanique entraînés dans la zone alpine. Et bien pour ça, je reprends ici, voilà, ma zone alpine, et je regarde les figurés. Regardez ici. Là, j'ai des traits bleus qui apparaissent comme ceci. À quoi correspondent ces traits bleus qui apparaissent? Eh bien là, je suis dans le métamorphisme. Regardez, faciès schiste bleu. Ici, j'ai faciès schiste vert. Est-ce que je trouve... Ah, regardez ici. Là, j'ai des pointillés comme ceci, des grands pointillés. Je suis dans le faciès schiste vert. Ces pointillés sont bleus. Quand je regarde ici, ça correspond à un métamorphisme permo-triasique sud-alpin. Je suis donc bien dans les Alpes. La couleur bleue va indiquer l'endroit où j'ai ce métamorphisme. Je suis bien dans les Alpes et j'ai ici un métamorphisme schiste vert. Là, le trait est continu, j'ai un métamorphisme faciès schiste bleu basse température avec apparition du glaucophane. Et là, j'ai des pointillés, comme ceci, ces petits points bleus qui sont là. Faciès éclogite, je suis avec des roches constitutives d'un métagabbro à grenat et à jadéite. Ça veut dire que si je prends ici ma carte des Alpes, là, toute cette zone qui est là, je peux voir une subduction qui se fait de la gauche vers la droite. Tout ce bloc qui est là à droite, c'est le bloc africain qui est venu percuter l'Europe. Tout ce bloc qui est là à gauche, c'est le bloc européen. Et ici, j'ai ma zone de collision avec des tas de restes de la croûte océanique qui s'est trouvée portée en hauteur. Donc ça veut dire que l'étude des Alpes, parce que c'est une chaîne de montagnes récente, d'accord, eh bien, permet de reconstituer l'histoire de l'orogenèse. Les Alpes, on est il y a 30 millions d'années. C'est récent. C'est une chaîne qui continue à grandir. Donc, en fait, comme c'est récent, rien n'a été effacé. Toutes les traces persistent. On verra quand on abordera le chapitre sur plus tard, après la chronologie absolue, que si je vais par exemple en Bretagne ici, je retrouve aussi des traces d'une collision, sauf que là, les reliefs ont disparu. J'ai une chaîne de montagnes beaucoup plus ancienne, c'est la chaîne de montagnes hercynienne, donc ça veut dire que je n'ai pas en surface, je n'ai en surface ici que des éléments qui sont formés très en profondeur, à 30, 40, 50, 60 km de profondeur. Tout ça, c'est bourré de roches métamorphiques et de granit. Et c'est arrivé en surface parce que tout ce qu'il y avait au-dessus, la chaîne hercynienne, a été érodée. Donc c'est un peu plus compliqué à observer. Et par-dessus tout ça, le bassin parisien s'est déposé. Bien. Donc si je reviens dans les Alpes, je peux dans les Alpes arriver à retrouver les traces de l'océan disparu. Et ça se voit aussi sur le terrain par le type de roche que l'on peut trouver. Si je vais dans les Alpes, et si par exemple, c'est ce qu'on a fait en TP, j'ai une roche comme ça, je marche sur le massif du Chenaillet, je baisse les yeux et je vois ça. Quand vous voyez ça, tout de suite doit vous venir en tête une hypothèse, ces machins, ces minéraux roses comme ça qui forment des points dans la roche, c'est du grenat. Et si on regarde une coupe de cette roche en microscopie polarisante, le grenat, il reste noir quand on tourne la platine, avec à l'intérieur des inclusions, donc ce n'est pas du verre, et ça, c'est caractéristique d'un grenat. Le grenat, c'est une roche qu'on va trouver dans les métagabbros faciès éclogite. Le grenat apparaît à partir d'une roche qui a la chimie du gabbro. Donc le fait de retrouver dans les Alpes, à 3000 mètres d'altitude, des roches de ce type-là, témoigne que avant que les Alpes se forment, existait une chaîne de montagnes disparu par subduction. Donc vous voyez qu'on peut arriver, à partir de l'étude de la corte géologique, à reconstituer l'histoire ici des Alpes, mais plus globalement de tout ce qui s'est passé en France. Et ça sera l'objet d'un chapitre qui sera le chapitre 7 un peu plus tard à la rentrée. Mais avant cela, il va falloir qu'on étudie la chronologie absolue, la datation absolue, comment donner un âge précis à une roche et
Pour faire ça, il faut utiliser des méthodes de radiochronologie, la radioactivité naturelle des roches, et ça on verra. Alors pour ceux qui sont en cours en 2025, ça sera après les vacances. Si vous n'êtes pas en 2025, mais après, eh bien on verra, je ne sais pas, à la suite du cours. Voilà.